Tu ne vas pas nous compliquer Noël, maman. Ta chambre est prête. C'est en bas. C'est ainsi que mon fils Marc m'a accueilli le soir du 24 décembre. La phrase tomba comme une pierre dans une eau glacée. Je n'ai pas tout de suite compris. En bas? Quel en bas? Je venais d'arriver, fatigué du train, le cœur pourtant encore gonflé d'une naïveté que je croyais révolue. Celle d'espérer que malgré tout, Noël resterait un moment de famille. J'avais mis ma plus belle écharpe en laine, apporté un gâteau aux noix que j'avais préparé la veille, avec soin, comme autrefois. Sa femme, Chloé, apparut derrière lui. Elle souriait, mais un sourire de façade, tendu, presque agacé. « Oui, Hélène, on a dû réorganiser un peu. Les enfants ont besoin de leur espace, et la maison est pleine. On t'a préparé quelque chose de très bien en bas, vraiment. » Elle prit ma valise avant même que je puisse réagir, et descendit l'escalier qui menait, non pas à un sous-sol aménagé, non, à la cave. Une véritable cave, avec ses murs en pierre, son odeur d'humidité, son sol froid, la cave où Marc garde ses outils, le sèche-linge, les cartons de bouteilles. J'ai suivi, sans parler. Chaque marche me semblait plus dure que la précédente. La cave était éclairée par une seule ampoule jaunâtre suspendue au plafond. Dans un coin, ils avaient mis un vieux matelas posé directement sur le sol, sans sommier, recouvert d'un drap trop petit. Une couverture polaire fine. Aucune fenêtre, un petit radiateur d'appoint qui faisait un bruit inquiétant. « Voilà », dit Chloé en tapotant le matelas, ravie d'elle-même. « C'est cosy, non? On a fait au mieux. On n'a pas eu le temps de tout préparer, hein ?» Marc ajouta, sans me regarder. « Écoute, c'est pour 1 ou 2 nuits. Pas la peine de dramatiser. On a fait ce qu'on a pu. » Je ne dis rien. Mon silence leur convenait, ils l'interprétaient comme de la docilité. Mais en moi, un froid plus profond que l'hiver se répandait. Un froid qui n'avait rien à voir avec la cave. J'étais debout devant ce matelas posé au sol, moi, leur mère, leur grand-mère, celle qui avait tenu une maison entière pendant des années, celle qui n'avait jamais laissé un Noël s'écrouler, celle qui se relevait à l'aube pour réchauffer les corps et les cœurs. Et voilà où ils me mettaient. Dans une cave, pour Noël. Je sentis ma gorge se serrer, mais aucune larme ne vint. J'avais trop pleuré dans ma vie pour gaspiller des larmes à Noël. Chloé, elle, continuait de parler, comme pour justifier l'injustifiable. « Tu sais, on n'a plus 20 ans, hein? Avec les enfants, les dépenses, on fait au mieux. Et puis, c'est juste pour dormir. Tu passeras la soirée avec nous en haut, évidemment. » Évidemment. Je regardais autour de moi, un matelas, un radiateur dangereux, une boîte de vieilles chaussures, un déshumidificateur, la poussière, l'odeur de renfermé. Et au mur, une araignée qui tissait tranquillement sa toile, comme si elle préparait, elle aussi, son réveillon. J'ai posé ma main sur ma valise. « Très bien », ai-je murmuré. Il semblait soulagé. Le pire, c'est qu'il s'attendait à ce que je sois reconnaissante. « Allez, dit Marc, on monte. La table est déjà mise. Les enfants t'attendent. » Nous avons remonté les marches. Je me suis sentie vieille, soudain, fatiguée, inutile. Mais une fois à l'étage, parmi les lumières du sapin, les rires des enfants, les odeurs de dinde et de marron, quelque chose en moi s'est redressé. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était même pas de la peine. C'était une lucidité glaciale. Je regardais autour de moi, ma belle-fille qui riait trop fort, mon fils qui évitait mon regard, mes petits-enfants absorbés par leurs écrans. Aucun ne se rendait compte de ce que cela signifiait m'envoyer dormir dans une cave, comme si j'étais un meuble encombrant qu'on range pour faire place au décor. Toute la soirée, j'ai souri. J'ai raconté de petites anecdotes, j'ai servi des parts de bûches, j'ai embrassé mes petits-enfants. Je jouais mon rôle, le rôle de la mère inoffensive, de la grand-mère douce, de la femme qui ne ferait jamais d'histoire. Ils n'ont rien vu. Ils ne se sont doutés de rien. À minuit, je suis redescendue dans la cave. Je me suis allongée sur le matelas. Le froid m'a traversée comme une lame. J'ai fermé les yeux et je me suis rappelé cette phrase de mon père. « Hélène, dans la vie, si on t'écrase une fois, c'est la faute de l'autre. Si on t'écrase 2 fois, c'est la tienne. » Ce soir-là, dans cette cave humide, j'ai pris une décision. Une décision calme. Une décision méthodique. Une décision légale. Le 26 décembre,
je leur donnerais un avis d'expulsion. Pas pour me venger. Non, pour rétablir ma dignité. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie avec un étrange sentiment de force. Une force silencieuse mais indestructible. Quand je me suis réveillée le matin du 25 décembre, dans cette cave froide que Marc et Chloé appelaient ma chambre, je suis restée longtemps immobile, à fixer le plafond bas où couraient les tuyaux de la chaudière. Un filet d'air glacial s'infiltrait par la porte mal ajustée, et mes mains, raides de froid, se souvenaient d'un autre temps. Un temps où Noël avait une autre saveur, où je préparais tout, où personne n'aurait osé me reléguer à la cave. Je me suis redressée lentement, et une image s'est imposée à moi. Ma propre mère, dans la cuisine de mon enfance, le tablier fleuri noué autour de sa taille. Elle s'affairait devant le four, la buée embuait la fenêtre, et la maison sentait le sucre chaud et la cannelle. C'était un petit logement, modeste, mais où l'amour était une chaleur constante. Je revois mon père, ébéniste, rentrer avec ses mains rudes, imprégnées d'odeur de bois. Il posait toujours une main bienveillante sur mon épaule. « Ta mère prépare Noël, Hélène. Va l'aider. On fait ça en famille. En famille. » Ces deux mots me transpercèrent ce matin-là, car dans la cave de mon fils, le mot « famille » semblait appartenir à une autre vie, la mienne. D'autrefois, je me souviens de mon premier Noël avec mon mari, Henri. J'avais 22 ans. Je portais une robe rouge que j'avais cousue moi-même. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions surtout l'essentiel, l'envie de construire. Henri travaillait dans une petite entreprise de menuiserie, moi, dans une mercerie. Nous économisions sou par sou pour acheter notre première maison. Quand Marc est né, tout a changé. Je suis devenue mère, avec une intensité presque excessive, mais comment faire autrement quand on aime un enfant au point de se priver de tout? Je me rappelle son visage rond, ses mains potelées, son odeur de lait tiède. Je me rappelle ces soirées où Henri rentrait tard, épuisé, et où je restais éveillée juste pour lui offrir un repas chaud. Je me rappelle nos discussions à table. On lui fera une belle vie, à ce petit. Il ne manquera de rien. C'était ma promesse. La seule que je n'ai jamais trahie. Avec les années, j'ai bâti notre foyer comme on bâtit une cathédrale. Pierre après pierre, saison après saison, sans jamais me plaindre de la poussière ni de la fatigue. La maison, je l'ai voulue douce. Je l'ai voulue sûre. Je l'ai voulue généreuse. Chaque pièce portait ma trace. Les rideaux cousus à la main, les meubles polis avec patience, les repas mijotés pendant des heures, les anniversaires préparés en secret, les Noëls décorés avec passion. Quand je repense à ces années, je revois Marc courir dans le jardin, rire, tomber, se relever. Je revois Henri se pencher vers lui apprendre à tailler un morceau de bois, à reconnaître le frêne du chêne, à nouer une corde. Nous étions une famille simple, oui, mais nous étions unis. C'est du moins ce que je croyais. Tout a commencé à s'étioler quand Henri est tombé malade. Une fatigue étrange, puis des douleurs, puis cette descente que rien n'arrête. Je l'ai accompagné jusqu'au bout, je lui ai tenu la main la dernière nuit, quand il n'avait plus la force de prononcer mon prénom. Je me souviens de sa voix, si faible. « Prends soin de Marc, promets-le-moi. » J'ai promis. Bien sûr que j'ai promis. Quand on perd l'homme que l'on aime, on se raccroche à ce qui reste. Pour moi, il ne restait qu'une seule chose. Mon fils. J'ai tout donné pour Marc. J'ai travaillé plus tardivement que je l'aurais voulu. J'ai économisé chaque euro. J'ai vendu les outils d'Henri Sauffin, un ciseau à bois que je garde encore. J'ai refusé d'autres relations, d'autres vies possibles, parce que je lui avais promis, parce que je voulais être celle qui reste. Marc, lui, a grandi. Il a étudié, il a quitté la maison, il a trouvé un emploi. Je l'ai aidé à payer sa première location. Je l'ai aidé quand il s'est marié. Je me suis réjouie quand il est devenu père. Je gardais les enfants à la moindre demande, même quand mon dos me lançait et que mes mains tremblaient. Je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était l'ordre des choses. On donne, et un jour peut être. Ce qu'on a aimé vous donne en retour. Mais la vie n'est pas une balance juste. Pour certains, vous n'êtes qu'une ressource, une présence utile, une main d'appoint, un soutien logistique, une grand-mère pratique. Je n'avais pas vu venir les premiers signes d'éloignement, les invitations qui se raréfiaient, les appels plus courts, les « on ne peut pas passer, on est débordé ».
Les tu sais, tu nous inquiètes un peu, tu deviens fragile. Fragile. Ce mot, ils l'ont répété comme une justification, une excuse pour commencer à me mettre de côté, à m'enfermer dans le rôle de la vieille femme qui doit se faire petite. Et moi, comme une idiote, j'ai accepté. J'ai minimisé. J'ai voulu préserver la paix. J'ai pensé que c'était normal, qu'ils avaient leur vie, leurs charges, leurs obligations. Mais jamais, jamais je n'aurais pu imaginer qu'un jour, à Noël, dans la maison que j'avais aidé à acheter, on me donnerait une chambre dans la cave. Une cave où j'aurais honte de faire dormir un chien. Une cave où la femme que j'étais mère, épouse, travailleuse, fondatrice d'une famille, n'était plus qu'un encombrement. En repensant à ma vie d'avant, je pris conscience que je n'avais pas seulement perdu un mari, un foyer, une jeunesse. J'avais perdu la valeur que je me donnais. J'avais laissé les autres décider à ma place. J'avais laissé mon silence couvrir trop de blessures. Mais ce Noël-là, dans cette cave, tout a ressurgi. Tout ce que j'avais donné, tout ce que j'avais pardonné, tout ce que j'avais construit. Et une pensée, lente mais ferme, s'est installée dans mon esprit. Si j'ai construit la vie de tant de personnes, je peux encore reconstruire la mienne. Et s'il y a une chose que j'avais appris de mes parents, c'est ceci. Quand on vous manque de respect, il y a deux options: accepter ou se relever. Ce matin-là, en remontant les escaliers avec mes os douloureux et mon cœur brûlant de lucidité, j'ai su que je me relèverais et que la cave du 24 décembre ne serait pas la fin de mon histoire, mais le début de leur chute. Les premiers signes de rejet n'ont pas pris la forme de crise ou de dispute. Non, ils sont arrivés à pas feutrés, en s'habillant de phrases raisonnables, de petites remarques pour mon bien, de décisions prises par pragmatisme. C'est ainsi que commence la mise à l'écart, sous le masque de la logique. Je repense souvent au moment où Marc et Chloé ont emménagé dans ma maison. À l'époque, cela m'avait semblé une bonne idée. La maison était trop grande pour moi seule depuis la mort d'Henri. 3 chambres, un salon, un jardin qui demandait de l'entretien. Marc et Chloé, eux, étouffaient dans leur petit appartement en ville, avec 2 enfants, un loyer exorbitant, des voisins bruyants. Un soir, autour d'un dîner, Marc m'avait lancé. « Maman, tu sais, ta maison, on pourrait venir s'installer chez toi. On t'aiderait. Tu ne serais plus seule. Et nous, on pourrait économiser. Tout le monde y gagnerait. Tout le monde y gagnerait. » À ce moment-là, j'y ai cru. Je voyais déjà les rires des enfants dans le jardin, les repas partagés, la vie qui revient dans ces pièces devenues trop silencieuses. Je leur avais proposé un arrangement simple. Ils s'installeraient au rez-de-chaussée et moi je garderais ma chambre à l'étage. Officiellement, j'étais la propriétaire. Eux verseraient une petite contribution, plus symbolique que réelle, pour se sentir responsables. Mais très vite, l'équilibre s'est grippé. Au début, ce furent des détails. Un jour, je suis rentrée plus tôt que prévu d'une visite chez une amie. En ouvrant la porte, j'ai découvert que mon vieux buffet en bois, celui qu'Henri avait restauré, avait disparu du salon. À la place, un meuble moderne, en métal et verre, trônait contre le mur. « Oh, Hélène, » avait dit Chloé en me voyant, « tu es là. On en a profité pour désencombrer un peu. Ton buffet faisait vraiment très rustique. Et puis, il sentait un peu le renfermer, non? On l'a mis à la cave, il sera mieux là-bas. » À la cave. Le mot revient souvent dans cette histoire. Je n'ai pas protesté. Je me suis contentée de répondre. Tant que vous en prenez soin, mais quelque chose en moi s'était déjà froissé. C'était mon meuble, mon salon, ma maison. Et pourtant, on décidait pour moi. Puis les objets ont continué à disparaître ou à changer de place. La nappe brodée par ma mère, dépassée. Les rideaux que j'aimais tant, remplacés par des stores plus pratiques. Les cadres de photos déplacés dans le couloir pour épurer le salon. Chaque transformation était accompagnée d'explications gentilles, de sourires forcés, de phrases douces amères. « Il faut vivre avec son temps, Hélène. Tu verras, tu t'y feras. » C'est aussi un peu notre maison maintenant, non? Un peu. Très vite, le un peu a pris toute la place. Ils ont commencé à parler des pièces en disant « notre chambre », la chambre des enfants, la salle de jeu. Ma chambre à l'étage est devenue la chambre de mamie, comme si j'étais une invitée permanente dans mon propre foyer. Plus le temps passait, plus ma place rétrécissait. Je n'osais plus inviter mes amis pour un café sans prévenir Chloé. « Tu comprends ?» disait-elle.
J'aime bien savoir qui passe. Avec les enfants et tout, c'est une question d'organisation. D'organisation. Ma maison, mon rythme, mon salon, tout cela passait sous le contrôle discret de ma belle-fille. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait mis un mot sur le frigo. Écrit au feutre. Pensez à prévenir avant d'inviter quelqu'un. Je me suis surprise à demander la permission d'utiliser ma propre cuisine pour préparer un gâteau en plus pour le goûter des enfants. Tu n'étais pas obligée, m'a-t-elle répondu. On avait déjà prévu quelque chose. Et puis, tu laisses toujours la farine partout. Une autre fois, j'ai voulu faire la lessive. Chloé a posé sa main sur la porte de la machine à laver. Non, non, Hélène. Lave-linge, produit, tout ça, c'est un peu compliqué maintenant. Laisse-moi faire. Tu pourrais te tromper de programme. Je me suis reculée. Je n'avais jamais confondu un programme de lessive de ma vie. Mais il était plus simple de ne rien dire. Les remarques sur mon âge ont commencé à se glisser dans la conversation comme des épingles. Tu marches moins vite, on va t'installer une barre dans l'escalier. Tu as encore oublié tes lunettes dans le salon. Tu nous as déjà raconté cette histoire. Tu te répètes un peu, non? Toujours sous le ton de la plaisanterie. Toujours avec un petit rire. Toujours avec cette inquiétude feinte qu'on utilise comme un gant pour cacher le mépris. Ce qui m'a frappé surtout, c'est la manière dont Marc se taisait. Il ne disait pas grand-chose. Il laissait faire. Quand je croisais ses yeux parfois, je voyais une gêne, mais elle ne durait jamais longtemps. Il baissait la tête, changeait de sujet, retournait à son téléphone ou à son ordinateur. Les enfants, eux, s'adaptaient. Ils s'habituaient à m'entendre corrigée, contredite, renvoyée à ma faiblesse supposée. Un jour, alors que je leur proposais une partie de cartes, Lucas avait lancé « On ne va pas fatiguer mamie. Elle est vieille ». La phrase était tombée sans méchanceté consciente, mais elle venait de quelque part, de ce qu'il entendait, de ce qu'on lui suggérait. Je lui avais répondu avec un sourire. « Mamie sait encore très bien jouer aux cartes, tu sais. Et elle triche parfois, même. » On avait ri. Mais ce rire-là n'avait pas la même innocence qu'avant. Il y a eu aussi ce fameux jour du courrier. Je suis descendue chercher la boîte aux lettres, comme je le faisais depuis toujours. À l'intérieur, une enveloppe avec mon nom, venant de la banque. Je m'apprêtais à l'ouvrir dans l'entrée quand Chloé est sortie de la cuisine. « Adonne, je vais regarder. Ce sera plus simple. » Tu te fatigues avec toute cette paperasse. Sans vraiment demander, elle me prit l'enveloppe des mains. Ce n'est rien. Sûrement un relevé. Je le rangerai avec les autres. Avec les autres. Je ne les ai jamais vus, ces autres relevés. À partir de ce jour-là, je remarquais qu'elle se précipitait souvent pour ouvrir la porte au facteur. Le courrier passait parfois par elle avant d'arriver jusqu'à moi quand il arrivait. Les petites humiliations s'accumulaient comme une poussière invisible. On ne la voit pas jour après jour, mais un matin, on ouvre les volets et on découvre que tout est recouvert d'un voile gris. Je me sentais de plus en plus seule, paradoxalement, dans cette maison remplie de monde. Seule au milieu des bruits, des rires, des appareils allumés, des portes qui claquent. Je devenais la vieille de l'étage, celle dont on parle à la troisième personne, celle qu'on préserve, qu'on protège, qu'on gère. Jamais je n'aurais imaginé que cela mènerait un jour à une cave. La cave n'a pas commencé le 24 décembre. Elle avait commencé bien avant. Le 24 décembre, ils m'ont juste montré ce qu'ils pensaient vraiment. Que ma place n'était plus au cœur de la maison, mais dans ses souterrains. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, c'est que sous leurs pieds, dans cette cave qu'ils m'avaient donnée, il y avait encore des fondations qui m'appartenaient. Et que c'est depuis ce sous-sol qu'un jour, je signerais l'avis d'expulsion qui les renverrait, eux, à leur véritable place. La veille du 24 décembre, un détail anodin du moins en apparence a tout fait basculer. Une phrase, un geste, un papier. L'injustice ne prend jamais racine en un claquement de doigts. Elle pousse lentement, silencieusement, mais quand elle surgit au grand jour, elle a déjà envahi toute votre maison. C'était le 23 décembre. Il faisait froid. Un froid de verre qui s'infiltrait par les fenêtres. La maison était en pleine agitation. Chloé préparait un repas light pour le réveillon. Tu comprends, Hélène, à ton âge, il faut faire attention à ce que tu manges. Marc emballait les cadeaux, les enfants couraient partout. Moi, je m'étais éclipsée à l'étage pour chercher un vieux tablier que je comptais offrir à Emma, décoré de broderies,
que j'avais faite à la main quand elle était encore bébé. La trappe de la commode bloquait un peu, son bois gonflé par l'humidité. En tirant plus fort, j'ai aperçu quelque chose coincé derrière mes draps. Une chemise cartonnée, rouge. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Je l'ai tirée doucement, avec cette sensation étrange que l'on connaît lorsqu'on ouvre un tiroir depuis des années, mais qu'un objet inconnu s'y cache soudain, comme un intrus. La chemise portait une étiquette écrite au feutre noir. Document succession. À discuter. Mes doigts se sont figés. Mon souffle s'est raccourci. J'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait une série de documents imprimés, des courriers bancaires, des devis d'estimation immobilière, et au milieu, soigneusement agrafée, une note manuscrite de Chloé. Une note destinée à Marc. Je n'aurais jamais dû la lire, mais je l'ai lue. Marc, on doit agir avant qu'elle ne perde complètement la tête. Elle oublie des choses. Elle répète. C'est dangereux pour elle et pour nous. Le notaire est d'accord pour avancer si tu signes la procuration. Il faudra vider l'étage. Elle n'y monte presque plus de toute façon. Pense aussi à l'EHPAD. C'est le mieux, et plus tôt sera le mieux. On fait ça pour son bien. Pour son bien, ces mots-là résonnèrent en moi comme une gifle sèche. Je ne suis pas une femme violente. Je n'ai jamais crié de toute ma vie, mais ce jour-là, j'ai senti quelque chose se déchirer à l'intérieur. Pas mon cœur, non. Ma confiance, une confiance que j'avais entretenue pendant 70 ans, comme une flamme qu'on protège du vent. Une autre feuille dépassait du dossier. Je l'ai sortie. Mes yeux se sont brouillés. Un formulaire de procuration bancaire, pré-rempli, avec mon nom inscrit à la main, et un espace vide réservé à ma signature. Ils avaient tout préparé. Tout. À mon insu, et dans un coin du document, une date, rendez-vous fixé au 27 décembre, juste après Noël, juste après m'avoir installée à la cave. Je me suis assise sur mon lit, comme si mes jambes avaient cessé de me porter. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. Alors c'était donc ça, leur logique, leur organisation, leur protection. Me faire passer pour sénile, me faire signer un papier, prendre mes comptes, prendre ma maison, et, pour couronner le tout, me placer comme une plante malade qu'on dépose dans un coin d'ombre pour qu'elle finisse d'y mourir en silence. Je sentais mon pouls dans mes tempes. La chambre semblait rapetisser. Les murs se refermaient autour de moi. J'ai posé les papiers sur mes genoux. J'ai fermé les yeux. Une scène surgit alors de ma mémoire. Henri me tenant les mains, quelques jours avant de partir. Sa voix fragile, son regard clair. « Ne te laisse jamais faire, Hélène. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Mon cœur s'est serré. Je me suis levée, lentement, mais avec une détermination qui me surprit moi-même. Je remis chaque document dans la chemise rouge, je la refermai soigneusement, puis, en regardant par la fenêtre, j'ai pris conscience que le jardin, ce jardin où Marc avait appris à marcher, n'était plus une extension de ma vie, mais un lieu où l'on me considérait désormais comme un fardeau encombrant. Je n'étais plus la maîtresse de maison, j'étais devenue le problème. J'ai descendu les escaliers en tenant la rambarde, non par faiblesse, mais par besoin de contenir le tremblement de ma colère. Dans le salon, Chloé étalait des serviettes de table dorées. « Ah, tu es là! On prépare déjà le repas de demain. Ça va être simple, hein? Tu veux t'asseoir ?» Je l'ai regardée, longuement. Elle n'a pas soutenu mon regard. Elle a continué à arranger ses serviettes, comme une enfant prise en faute. J'ai voulu parler. J'ai voulu dire « Pourquoi? Pourquoi me faire ça? J'ai tout donné pour votre bonheur. » Mais je savais que les mots ne serviraient à rien. La naïveté serait ma plus grande faiblesse, et ce soir-là, j'ai décidé de la déposer définitivement. Je suis remontée dans ma chambre, j'ai posé la chemise rouge sur la commode, et j'ai pris un carnet que je n'avais pas utilisé depuis des années. Un carnet à couverture bleue, mon carnet de vérité. J'ai écrit la date, l'heure, ce que j'avais trouvé, ce que j'avais compris, ce que je ne tolérais plus. Puis j'ai écrit une phrase que je n'oublierai jamais. Ce qu'ils préparent pour moi, je le préparerai d'abord pour eux. Pas de vengeance, pas de malveillance. Juste, justice. Une justice discrète, une justice froide, une justice élégante. Cette nuit-là, j'ai dormi quelques heures seulement. Les idées tournaient dans ma tête comme des oiseaux affolés. Je savais que je ne pouvais plus rester sans agir.
Je savais que si je laissais passer cette injustice, si je fermais encore les yeux, ils iraient jusqu'au bout. Ils me videraient de ma dignité, puis de mes biens, puis de ma place dans le monde. Et le 24 décembre, lorsqu'ils m'ont donné une chambre dans la cave, je n'ai pas pleuré. Je me suis contentée de penser, très bien, vous avez joué votre première carte. Le 26, ce sera la mienne. Ce soir-là, dans cette cave, un plan a commencé à se tisser dans mon esprit. Silencieux, implacable et définitivement légal. La nuit du 24 au 25 décembre fut l'une des plus longues de ma vie. Je n'avais pas froid seulement parce que la cave était glaciale. J'avais froid parce que je venais de comprendre, avec une netteté presque brutale, que les gens que j'aimais le plus au monde avaient franchi une frontière invisible, celle où l'indifférence se transforme en calcul et où la négligence prend la couleur sournoise de la trahison. La lumière de l'ampoule pendue au plafond vibrait faiblement, dessinant des ombres étranges sur les murs en pierre. J'étais allongée sur le matelas posé à même le sol, et j'écoutais les bruits étouffés de la maison au-dessus de moi. On riait, on ouvrait des cadeaux, on buvait du champagne. Et moi, j'étais dans la cave. Je ne sais pas combien de temps j'ai fixé le plafond. À certains moments, j'avais l'impression de flotter hors de mon corps, comme si une autre femme, pas moi, vivait cette scène. Une femme oubliée, une femme dont la place ne comptait plus. Une femme que l'on descend à la cave comme une vieille malle trop lourde à garder dans le salon. Puis quelque chose en moi s'est réveillé, une colère froide, mais surtout une lucidité nouvelle. Je me suis redressée, j'ai attrapé ma valise et j'en ai sorti mon vieux carnet bleu. Celui où j'écrivais autrefois mes recettes, les phrases d'Henri, les dessins maladroits de Marc. Le carnet sentait encore la lavande séchée, un parfum de vie d'avant, de dignité intacte. Je l'ai ouvert à une page blanche. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai écrit. Pas une liste de courses, pas un rappel, pas un souvenir tendre. Non, j'ai écrit la vérité, la mienne. 24 décembre, chambre attribuée, cave, radiateur dangereux. Aucune protestation possible sans conflit direct. Comportement de Marc, évitement. Comportement de Chloé, justification, maîtrise. Je notais, comme une inspectrice méthodique, comme si écrire me permettait de respirer, de me voir enfin, de ne plus me mentir. Puis j'ai écrit une autre ligne. Chemise rouge retrouvée le 23 document succession procuration bancaire préparé sans mon accord. Le stylo tremblait légèrement dans mes doigts, mais pas de peur, de décision, parce que ce que j'avais trouvé dans cette chemise rouge n'était pas un malentendu, ni une erreur de classement, ni un excès de zèle. C'était un plan pensé, organisé, anticipé. J'ai fermé les yeux et j'ai revu les gestes de Chloé, sa manière de s'emparer du courrier, de décider de l'organisation de la maison, de s'immiscer dans les détails de ma vie, de parler de mon vieillissement comme d'un argument, un prétexte, une autorisation, et Marc, silencieux. Son silence était sa décision. Dans la cave, j'ai compris que si je ne faisais rien, si je restais cette femme silencieuse que j'avais été toute ma vie, il me ferait signer cette procuration. Il vide mes comptes. Il prendrait la maison. Il me placerait dans un EHPAD avant le printemps. Comment avais-je pu ne pas voir tout cela? Comment avais-je pu être aussi confiante? Aussi naïve? Je me suis allongée sur le dos et j'ai respiré profondément. Les larmes ne venaient toujours pas. Je crois qu'une partie de moi s'était trop asséchée pour pleurer encore. C'est alors qu'une scène ancienne a refait surface. J'avais 30 ans. Marc en avait 10. Henri venait de perdre son emploi. La maison était glacée. Nous n'avions plus beaucoup d'argent et j'avais peur. Mais je me souviens m'être assise dans la cuisine, un soir, et avoir dit à Henri, « On tiendra. On a connu pire. Et personne ne nous aidera si on ne s'aide pas d'abord nous-mêmes. » Il avait levé la tête, surpris, presque admiratif. Je n'avais pas souvent parlé ainsi. Mais ce soir-là, j'avais tenu la barre. Dans la cave, cette version de moi, ferme, lucide, droite est revenue. Elle s'est assise à côté de moi et m'a dit silencieusement, « Tu n'es pas finie, Hélène. Pas tant que tu peux encore te tenir debout. » Alors j'ai pris une décision. Pas dans un sursaut, pas dans un élan de vengeance, non. Une décision lente, froide, raisonnable, une décision à la hauteur de celle qui avait bâti une famille entière. Je me suis levée, j'ai attrapé ma valise
et j'ai cherché dans sa poche intérieure l'enveloppe d'un notaire indépendant que j'avais consulté l'année précédente pour des papiers administratifs. Un nom, Maître Le Gall, un numéro, une adresse. Je n'avais jamais pensé avoir besoin d'elle. Ce soir-là, j'ai compris qu'elle serait mon alliée. Je suis remontée à l'étage vers 2 heures du matin, quand tout le monde dormait. Dans la cuisine, la guirlande du sapin clignotait encore, comme un rappel cruel du Noël que je n'avais plus. J'ai pris un verre d'eau. Je suis restée là, debout, dans le silence, à regarder cette maison qui n'était plus vraiment la mienne. Puis je me suis dit les mots que je n'avais jamais osé prononcer. Je vais me sauver moi-même. Le lendemain, ils ont passé la journée à rire, à cuisiner, à parler. Moi, j'observais, je prenais des notes, je réfléchissais. Je n'étais pas en train de préparer une vengeance. Non, une vengeance est impulsive, bruyante, incontrôlable. Je préparais quelque chose de plus grand, de plus calme, de plus légitime. Je préparais ma justice. Et le 26 décembre, lorsque la maison serait encore couverte des restes de fête, lorsque leur vigilance serait relâchée, je poserais devant eux ce qu'ils n'auraient jamais vu venir. Un avis d'expulsion, légal, imparable, immédiat. Leur masque tomberait. Et moi, enfin, je me relèverais. Le 25 décembre au soir, alors que toute la maison sombrait dans la fatigue du repas, du champagne et des rires superficiels, je suis restée éveillée dans ma cave. Je sentais que quelque chose en moi avait basculé. Pas un élan impulsif, non. Une clarté froide, une organisation intérieure. La même que j'avais autrefois lorsque, jeune mère, je devais faire tenir un foyer entier avec 3 fois rien. Cette force-là n'était pas morte. Elle s'était seulement endormie. Je me suis assise sur le matelas, carnet bleu sur les genoux, et j'ai commencé à établir un plan, un vrai, avec des étapes, des décisions, des précisions. Je savais que le temps jouait contre moi. Chaque jour passé dans cette maison marquée par le mépris me rapprochait du moment où il me ferait signer cette procuration. Ou pire, du jour où l'on me dirait, d'un ton faussement doux, « Maman, il y a une place qui s'est libérée à l'EHPAD. On y va demain. » Alors j'ai commencé par le commencement. Reprendre mes droits. Le lendemain matin, tôt, avant que Marc et Chloé ne descendent, j'ai prétexté une promenade pour prendre l'air. Ils me laissèrent partir, soulagée de ne pas avoir à gérer mamie avant le petit déjeuner. Je n'allais pas marcher. Je prenais un taxi. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, m'a aidé à monter, sans poser de questions. Je lui ai donné l'adresse que j'avais notée dans mon carnet, l'étude de Maître Le Gall, une femme que j'avais rencontrée 1 an plus tôt pour des questions de succession mineure. Quand je suis entrée dans son bureau, elle a levé les yeux et m'a reconnue immédiatement. « Madame Renard ? Quelle surprise ! Vous allez bien ?» Je lui ai répondu la vérité, calmement, sans larmes, sans colère, comme on raconte un accident qui n'a rien d'inattendu. Je lui ai parlé de la cave, du matelas au sol, de la chemise rouge, de la procuration, de la date du rendez-vous qu'ils avaient fixé avec leur notaire, de leur volonté de vider l'étage, de leur insistance à contrôler mon courrier, de leur discours sur ma prétendue fragilité, de l'EHPAD envisagée, de tout ce que j'avais eu pendant des mois. Elle m'a écouté sans m'interrompre, les mains jointes, le regard sombre. Quand j'ai terminé, elle a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. « Ce qu'ils font, Madame Renard, s'appelle une tentative d'abus de faiblesse, et je vous le dis franchement, ça s'arrête ici. » Je me suis tenue droite. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prise au sérieux. Je n'étais plus la vieille qu'on protège. J'étais une femme qui constate, qui décide, qui agit. « Que souhaitez-vous faire ?» m'a-t-elle demandé. J'ai respiré profondément. 1 seconde, 2 secondes. Puis j'ai dit, d'une voix que je ne reconnaissais plus, « Je veux les faire partir de chez moi. » Légalement, définitivement. Elle n'a pas été surprise. Elle a simplement hoché la tête. « Très bien. Alors nous allons établir un préavis d'expulsion pour occupant sans droit ni titre. » Le choc de ma propre audace m'a saisi. Mais elle poursuivit, calme, méthodique, comme si elle avait déjà tout tracé. « Vous êtes l'unique propriétaire. Vous n'avez jamais signé de bail. Ils n'ont jamais payé de loyer régulier. Ils n'ont aucun statut légal dans cette maison. Vous êtes dans votre droit le plus strict.
Et si vous le souhaitez, nous pouvons rendre le préavis effectif sous 48 heures. 48 heures. Le 26 décembre. La date que j'avais inscrite dans mon carnet. La date silencieuse de ma renaissance. Je me suis mise à trembler, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de puissance retrouvée. Préparons-le, ai-je murmuré. Elle a imprimé les documents, les a lus à haute voix, m'expliquant chaque ligne avec une précision chirurgicale. Je signais, encore. Je signais pour moi, pour Henri, pour la femme que j'avais été, pour celle que je redevenais. Lorsque tout fut prêt, elle me remit une enveloppe Kraft. À l'intérieur, un avis d'expulsion en bonne et due forme. Légal, immédiat, non contestable. Vous le remettez en main propre, et c'est fini. Si besoin, je vous enverrai un huissier dans les 48 heures. Vous n'êtes plus seule, Madame Renard. Je suis sortie de l'étude dans un état que je ne savais pas définir, vide et pleine à la fois, fragile et solide, épuisée et debout. J'ai repris le taxi. Le chauffeur m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu simplement « Oui ». J'ai repris ma vie. Il n'a pas posé de questions. Il a souri dans le rétroviseur. Peut-être qu'il avait compris. Quand je suis rentrée dans la maison, Marc me salua distraitement depuis le canapé où il jouait avec les enfants. Chloé, elle, était dans la cuisine. Elle leva les yeux vers moi, m'évalua du regard. « Tu étais où ?» demanda-t-elle, la voix trop légère pour ne pas sentir la surveillance. « Prendre l'air » ai-je répondu. Elle hocha la tête et retourna à son téléphone. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans mon sac, à quelques centimètres de mes doigts, reposait leur avenir. Un avenir qu'ils avaient cru contrôler. Un avenir qu'ils avaient tordu, manipulé, préparé pour moi. Ils n'imaginaient pas une seule seconde que c'était moi, et moi seule, qui verrais d'abord le dénouement. Je me suis assise dans le salon, j'ai ouvert mon carnet bleu, et j'ai écrit une phrase que je n'avais jamais osé écrire de ma vie. Demain, je reprendrai ma maison. Et ce soir-là, dans ma cave, avant de me coucher, j'ai relu l'avis d'expulsion. Je l'ai relu comme on relit un serment. Puis j'ai murmuré dans le noir. « Henri, si tu me vois, sache que je ne cède plus. Jamais plus. » Le lendemain, ce serait le 26 décembre, le jour où tout basculerait, le jour où le piège se refermerait, non dans un cri, mais dans un silence parfaitement maîtrisé. Un silence plus fort que n'importe quelle vengeance. Le 26 décembre, une date qui restera gravée dans ma mémoire comme un second anniversaire, celui de ma libération. Je m'étais réveillée avant tout le monde. La cave était toujours froide, mais quelque chose en moi brûlait doucement, solidement. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas nerveuse. Je n'étais pas impatiente non plus. J'étais déterminée. Je me suis levée, j'ai plié la couverture et j'ai rangé mes quelques affaires dans ma valise. Le geste était simple, mais il avait le goût d'un chapitre qui se ferme. Dans la cuisine, Chloé préparait un café. Elle ne s'attendait pas à me voir si tôt. Elle sursauta même légèrement. « Ah, tu es déjà debout ?» dit-elle, le ton neutre mais le regard curieux. « Tu veux un café ?»« Non merci. » ai-je répondu calmement. Elle haussa les épaules et continua, sans se douter que, dans mon sac, entre mon foulard et mon carnet bleu, reposait un document qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. Quelques minutes plus tard, Marc descendit à son tour, bâillant, les cheveux en bataille. Il s'approcha de moi pour m'embrasser, mais il y avait quelque chose de mécanique dans son geste, comme si j'étais une habitude, pas une personne. « Bien dormi, men ?» La question me traversa comme une lame glacée, mais je ne flanchai pas. « Pas vraiment, » répondis-je. « J'aimerais qu'on parle un instant. Tous les deux. Chloé aussi. » Ils échangèrent un regard. Un de ces regards rapides, presque imperceptibles, où les complices se consultent sans mots. Ils pensaient que j'allais me plaindre de la cave. Ou être demandé un autre espace, ou céder à la tristesse. Ils n'imaginaient pas une seule seconde que ce serait eux qui auraient besoin d'une chaise. Nous nous sommes installés dans le salon. Le sapin brillait encore, mais la magie de Noël avait quelque chose de faux, comme une décoration abandonnée après la fête. Je me suis assise sur le fauteuil près de la fenêtre. Eux, en face, le silence était lourd, très lourd. Alors j'ai ouvert mon sac. Mes doigts ont effleuré l'enveloppe Kraft. Je l'ai sortie doucement et je l'ai posée sur la table basse. Marc fronça les sourcils. «
Chloé se raidit. C'est quoi? Demanda-t-elle. J'ai pris le temps de les regarder. Pas avec colère. Pas avec mépris. Non. Avec cette lucidité froide qu'on acquiert lorsque la peur n'existe plus. Ceci, ai-je dit en faisant glisser l'enveloppe vers eux, est un avis d'expulsion. Chloé éclata de rire. Un rire sec, nerveux, presque agressif. Un quoi? Hélène, enfin. Tu plaisantes? Je ne plaisantais pas. Je restais droite, impassible. Marc, lui, devenait pâle. Il prit le papier, le déplia, lut les premières lignes. Et ce fut comme si quelqu'un avait essuyé la buée devant ses yeux. Il comprenait. Mais, qu'est-ce que? Maman, pourquoi? Chloé lui arracha le document des mains. Elle lut. Sa respiration changea. Ses lèvres se pincèrent. Ses joues se colorèrent. Le rouge de la colère. Ou de la peur. Tu n'as pas le droit, lança-t-elle. C'est aussi notre maison. On vit ici. On t'aide. Je la laissai parler. J'avais attendu ce moment. Vous n'avez aucun droit, ai-je dit doucement. Aucun bail, aucun accord écrit, aucune participation régulière au loyer. Vous êtes ici parce que je vous ai laissé entrer, et parce que j'ai été trop généreuse, trop silencieuse. Marc passa sa main sur son visage. Maman, tu ne peux pas faire ça. Pas comme ça. On peut discuter, trouver un accord. On est une famille. Je le regardais droit dans les yeux. Pour la première fois depuis des années, il détourna le regard en premier. Une famille ne met pas sa mère à la cave, ai-je murmuré. Il ne répondit rien. Chloé, elle, s'emporta. Franchement, c'est ridicule. Tu exagères. On t'a juste donné un endroit pour dormir. Dans la cave, précisai-je. La veille de Noël. Elle voulut répliquer, mais les mots moururent dans sa gorge. La vérité les étouffe parfois plus sûrement que la colère. Je continuai. Vous avez préparé une procuration à signer derrière mon dos. Vous avez consulté un notaire sans me prévenir. Vous avez commencé à vider l'étage. Vous vouliez me mettre en EHPAD avant le printemps. Tout ça, je l'ai vu, je l'ai lu, je l'ai noté. Chloé blêmit. Marc baissa la tête. Je peux expliquer, murmura-t-il. Non, dis-je calmement. Pas cette fois, c'est terminé. J'ai tapoté l'enveloppe du bout des doigts. Vous avez 14 jours pour quitter cette maison. Si vous refusez, un huissier viendra. Ensuite, la gendarmerie. Tout est légal. Tout est signé. Tout est scellé. Le silence était si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber au sol. Marc se mit à pleurer. Des larmes courtes, étouffées, comme celles des hommes qui ont honte mais ne savent pas comment se rattraper. Maman, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Chloé, elle, ne pleurait pas. Elle était en train de faire des calculs dans sa tête. Elle comprenait qu'elle allait perdre plus qu'un toit. Elle perdait le contrôle. « Tu vas regretter », dit-elle d'une voix froide. Je souris doucement, un sourire sans dents, sans menace, sans violence, un sourire de femme que rien ne peut plus atteindre. Je ne regretterai rien. J'ai choisi de me sauver, Chloé, et c'est ce que je fais. Puis je me levai. Je pris ma valise. Je mis mon manteau, mes gants, mon écharpe. En passant devant eux, je dis simplement « Votre expulsion commence aujourd'hui. Bonne chance. » Et je suis sortie, sans un bruit, sans un cri, sans un frisson. Le piège venait de se refermer, lentement, précisément, juridiquement, dans le silence parfait d'une femme qui reprend sa place dans le monde. Quand je suis sortie de la maison ce 26 décembre, l'air vif me frappa le visage comme une gifle de réalité. Je n'avais pas de destination précise, juste ce besoin instinctif, vital, de m'éloigner physiquement des murs où, pendant des mois, j'avais cessé d'exister. La neige commençait à tomber, fine, silencieuse, presque douce. Je marchais jusqu'au petit square, au bout de la rue, et m'assis sur un banc. Mon sac posé près de moi, ma valise contre mes jambes. Je sentais encore la chaleur de ma colère, mais au milieu d'elle, quelque chose d'autre apparaissait, une tranquillité nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais sans surveillance. Maître Le Gall m'avait proposé de rester dans une petite pension non loin de son étude, en attendant que la situation se stabilise. Je la rejoignis à pied. Elle m'accueillit avec un sourire maternel. « Vous avez été courageuse, Madame Renard. » Cela demandait une force immense. Je ne me sentais pas particulièrement courageuse. Je me sentais simplement
digne. La pension était modeste, mais propre, avec du linge qui sentait la lavande et des draps épais. Quand je me glissais dans ce lit chaud, j'eus presque l'impression de renaître. Pas de bruit de tuyaux, pas d'odeur de cave, pas de marche d'escalier que j'écoutais pour savoir si on descendait. Le lendemain matin, j'allumai mon téléphone. 18 appels manqués, 9 messages vocaux, 4 SMS, tous de Marc. Je n'en ouvris aucun. Je pris un café dans la petite salle commune de la pension. Le silence autour de moi n'était pas pesant, il était réparateur. Je n'avais plus à me justifier, ni à me cacher, ni à me faire minuscule pour tenir dans l'espace qu'on me laissait. C'est là que j'ouvris les SMS. Le premier disait « Maman, on doit parler, c'est allé trop loin ». Le deuxième « Chloé est furieuse. Elle dit que tu n'as pas le droit. Moi, je ne sais plus ». Le troisième était plus sec. « On n'a pas l'intention de partir. Ce papier n'a aucune valeur ». Le quatrième, quelques heures plus tard, j'ai parlé à un avocat. Il dit qu'on est foutu. Pourquoi tu fais ça? Et enfin, le dernier, reviens, s'il te plaît. On va discuter. Je posais le téléphone. Je regardais mon café refroidir. Puis je fermais les yeux. La douleur, elle, était là, mais comme une cicatrice qu'on touche du bout du doigt. Elle ne saigne plus. Pendant ce temps-là, dans ma maison, le chaos avait éclaté. Je ne le savais pas encore, mais je le découvrirais plus tard par Emma, ma petite fille, qui m'appela discrètement en cachette de sa mère. Sa voix tremblait. « Mamie, papa et maman se disputent depuis hier. Ils hurlent. Ils se rejettent la faute. Papa dit que c'est maman qui a insisté pour la procuration. Maman dit que c'est papa qui a voulu te mettre en EHPAD. Ils n'arrêtent pas. J'ai peur. » Mon cœur se serra. Ce n'était jamais mon intention de blesser Emma. Elle était la seule véritable lumière dans cette maison assombrie. « Je suis là, ma chérie, murmurai-je. Je suis en sécurité. Et toi aussi, tu seras toujours en sécurité avec moi. » Elle pleura doucement. « Mamie, tu vas revenir ?» Je fermai les yeux. « Pas dans cette maison, ma puce, mais je ne te laisserai jamais. Jamais. » Les jours qui suivirent furent une sorte de cyclone silencieux. Dans ma pension, la vie coulait doucement. Dans ma maison, une tempête. Chloé, furieuse, avait tenté de contester l'avis d'expulsion. Elle avait appelé son notaire, puis un avocat. Mais les faits étaient implacables. Aucun bail, aucune contribution régulière, aucun droit. Elle réalisa alors qu'elle ne perdait pas seulement un toit, elle perdait l'avenir qu'elle s'était fabriqué dans ma maison. Marc, lui, oscillait. Entre colère, honte, tristesse, dépendance affective envers sa femme, et ce reste d'amour filial qu'il ne savait plus exprimer que dans la confusion. Ils se disputèrent jour et nuit. Le voisinage commença à en parler. Les enfants furent envoyés chez une amie quelques jours, le temps que ça se calme. Mais rien ne se calma, car la vérité, quand elle éclate, ne recolle plus jamais ce qu'elle a brisé. Le 4 janvier, Maître Legal m'appela. « Ils ont quitté la maison ce matin, » dit-elle. L'huissier a constaté leur départ. Vous pouvez y retourner quand vous voulez, mais êtes-vous certaine de vouloir revenir vivre là-bas? Je suis restée silencieuse quelques secondes. Puis j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Dehors, la neige fondait. La rue était nue, dégagée, comme une page blanche. Non, répondis-je doucement. Cette maison n'est plus à moi. Elle n'est plus mon histoire. Alors nous la mettrons en vente, si vous êtes d'accord. J'acquiesçai, sans regret. Je n'avais pas fui. Je n'avais pas perdu. Je n'avais pas été chassée. J'avais repris ce qui m'appartenait. Puis j'avais choisi de le laisser derrière moi. Parce que certaines maisons contiennent trop de fantômes et trop peu de lumière. Quelques jours plus tard, Emma m'appela encore. Elle voulait me voir. Nous avons marché ensemble sous les arbres nus. Elle me prit la main, comme si j'étais une petite fille qu'il fallait rassurer. « Mamie, dit-elle, ils disent que tu es cruelle. » Je souris tristement. Les gens qui ont peur inventent des mots pour se protéger. Mais toi, tu sais ce qui est vrai. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Tu méritais mieux que la cave. Cette phrase, venant d'une enfant, fut l'un des baumes les plus puissants de ma vie. En quelques semaines, ma maison fut vidée, nettoyée, estimée, puis mise en vente. Je n'y remis les pieds qu'une seule fois pour récupérer la boîte en fer d'Henri et 2 photos. Les pièces étaient nues. La cave était vide. Elle ne sentait plus rien.
ni l'humidité, ni la trahison, ni l'amour passé. Je posai ma main sur le mur du salon une dernière fois. Tu m'as abrité. Et tu m'as trahi. Mais maintenant, nous sommes quittes. Puis je suis sortie. Je n'ai pas regardé en arrière. Dans le chaos que j'avais laissé derrière moi, je ne ressentais ni joie malsaine, ni triomphe cruel. Ce n'était pas une vengeance. C'était une réclamation, une restitution, la reprise d'un territoire que l'on avait tenté de me voler, la reconstruction de ma dignité. Et au milieu de ce fracas familial, moi, j'avançais, calmement, définitivement, vers la suite de ma vie. Lorsque j'ai quitté ma maison pour la dernière fois, un matin pâle de janvier, un sentiment de légèreté étrange m'a envahi. Pas de triomphe, pas de joie éclatante, mais une clarté, comme si une chape de plomb venait enfin de se soulever de mes épaules. J'avais mon sac, ma valise, mon carnet bleu et 2 photos, celle de Marc enfant et celle d'Henri le jour de notre mariage. Je n'avais besoin de rien de plus. Je n'ai pas pris le bus ni un taxi. J'ai marché, longuement. Je voulais sentir le froid sur ma peau, le monde autour de moi, le sol qui se déroulait sous mes pas. Je voulais prouver à mon corps qu'il pouvait encore avancer, à mon âge, malgré les blessures, malgré les trahisons. Je me suis installée pour quelques semaines dans la petite pension où Maître Le Gall m'avait trouvé une chambre. L'endroit avait des volets bleus, une odeur de café chaud le matin et un calme tendre qui me rappelait la maison de mes parents. C'est là que j'ai commencé à penser. Vraiment penser. À la suite. Je n'avais plus de maison. Je n'avais plus de Noël à offrir à personne. Je n'avais plus de rôle imposé à jouer. Pour la première fois de ma vie, une question s'imposait. Qu'est-ce que je veux? Je ne me souvenais même plus de la dernière fois où quelqu'un me l'avait demandé. Les premières journées furent lentes. Je lisais. Je marchais. Je notais des phrases dans mon carnet bleu. Je me laissais envahir par le silence, un silence doux, qui ne juge pas, qui ne blesse pas. Puis un matin, ma décision est venue naturellement. Je voulais vivre près de la mer. Depuis toujours, l'océan avait été mon refuge imaginaire. Sa respiration lente, ses marées patientes, son horizon qui ne se ferme jamais. Je me suis dit que peut-être, moi aussi, je pouvais me laisser recommencer. J'ai contacté un petit office immobilier dans une ville côtière de Bretagne, un endroit où j'étais allée une fois avec Henri, il y a des décennies. Je me souvenais du vent salé, du cri des mouettes, du goût des galettes chaudes au bord du port. Je me souvenais de sa main dans la mienne, et j'ai compris que si je devais renaître quelque part, ce serait là. 2 semaines plus tard, j'avais loué un petit appartement en haut d'une rue escarpée, avec un balcon minuscule qui donnait sur une ligne bleue au loin, la mer. Une mer calme, presque timide, en hiver. J'ai posé ma valise, j'ai ouvert les fenêtres, et j'ai respiré. La vie recommença, pas avec éclat, pas avec fracas, avec des gestes minuscules. Le matin, je descendais au marché acheter du pain frais. Les commerçants me saluaient, sans se douter de tout ce que j'avais traversé. J'aimais leur ignorance bienveillante. Eux, au moins, ne m'enfermaient pas dans un rôle souffrant. Je me suis mise à marcher chaque jour le long du port. Les pêcheurs m'adressaient un signe de tête. La boulangère me souriait. Le facteur me parlait de la météo. C'était simple. C'était pur. C'était vivant. Je parlais peu. Je souriais souvent. Je respirais toujours. Un après-midi, alors que je m'étais installée dans un café face à la mer, un vieil homme s'assit à côté de moi. Il dessinait dans un carnet. Des bateaux, des roches, des silhouettes sur la plage. « Vous êtes d'ici » m'a-t-il demandé. « Je suis en train de le devenir » ai-je répondu. Il a souri. Nous avons parlé. Du vent, de la mer, du temps qui passe. Rien d'intime. Rien qui fasse mal. Et pourtant, c'était la première conversation sincère depuis des mois. Une conversation qui ne cherchait rien, qui ne réclamait rien, qui ne prenait rien. À partir de ce jour-là, je me suis surprise à attendre chacune de nos petites rencontres. Il s'appelait André. Il vivait seul. Il aimait les tempêtes et les poèmes de Prévert. Il dessinait pour se souvenir de voir. Je ne cherchais pas un remplaçant pour Henri. André ne cherchait pas non plus une compagne. Nous étions 2 solitudes qui se croisaient, 2 vieillesses qui se frôlaient, 2 respirations qui se reconnaissaient. Cela suffisait. Il y avait encore des soirs où la douleur revenait, sournoise. Je repensais à Marc, à ce petit garçon que je serrais contre moi les nuits d'orage,
à la main qu'il glissait dans la mienne quand il avait peur, à son sourire quand il courait vers moi à la sortie de l'école. Où était-il passé, cet enfant? Comment avait-il pu devenir cet adulte qui m'avait relégué à la cave? Je n'avais pas la réponse. Et peut-être que je ne la voudrais jamais. Le 15 février, un courrier m'attendait dans ma boîte aux lettres. Une enveloppe blanche, écriture hésitante. Marc. J'ai mis du temps avant de l'ouvrir. Mes doigts tremblaient légèrement. La lettre disait « Maman, je regrette. Je ne sais pas comment réparer. Je vis chez un ami. Chloé est partie chez sa sœur. On ne se parle plus. J'aimerais te voir. Je suis perdue. Pardonne-moi. » J'ai fermé les yeux. Le chagrin était là. Mais la décision aussi. On peut aimer un enfant sans se perdre pour lui. On peut pardonner sans revenir. On peut continuer à vivre sans se trahir. Je lui ai répondu simplement. Je ne souhaite pas revenir en arrière. Je suis bien. Quand tu seras prêt à venir me voir avec respect, ma porte sera ouverte. Mais ma vie ne sera plus jamais dans ta cave. Puis je suis sortie sur mon balcon. La mer brillait sous le soleil d'hiver. Je me suis dit que peut-être, enfin, j'avais trouvé ma place. Ma propre place, pas celle qu'on me donnait, celle que je me construisais. Il y a des soirs, dans mon petit appartement au bord de la mer, où la lumière décline lentement derrière les falaises et où je me surprends à rester immobile pendant de longues minutes, simplement assise près de la fenêtre, à écouter l'océan respirer. C'est devenu mon rituel. Une manière de parler à ce que j'ai été, à ce que j'ai perdu et à ce que j'ai enfin trouvé. Je regarde les ombres s'allonger sur les murs et je repense au chemin parcouru, au sacrifice silencieux, à la cave, au froid qui me saisissait jusqu'aux os, aux humiliations qu'on appelle maladresse pour ne pas voir l'abîme, aux mots qui ne furent jamais prononcés, aux gestes qui m'ont trahi plus sûrement que n'importe quel discours. Je repense à Marc, au petit garçon que j'ai aimé au-delà du raisonnable, que j'ai porté dans mes bras, que j'ai protégé de tous les vents, même ceux qu'il refusait de voir. Je repense aussi à l'homme qu'il est devenu, pas mauvais, pas cruel, simplement perdu, faible, malléable. Un homme qui a laissé quelqu'un d'autre décider à sa place comment traiter sa propre mère. Il y a une sorte de douleur qui n'a pas de nom, une douleur qui ne brûle plus, mais qui s'inscrit en nous comme une cicatrice que l'on touche par réflexe. On n'enseigne plus, mais on se souvient. Et la mémoire, quand elle est lucide, n'a plus besoin de vengeance, seulement de vérité. Un après-midi, alors que je descendais vers le port, j'ai vu André assis à sa table habituelle du café, son carnet de croquis ouvert. Il m'a salué d'un geste discret. Comme toujours, nous ne parlons jamais beaucoup. C'est une amitié d'intervalle, de silence, de regards qui comprennent sans s'immiscer. Ce jour-là, il m'offrit un dessin, une petite maison perchée au-dessus de la mer, avec une femme assise près d'une fenêtre. Moi, je l'ai remercié d'une voix étranglée. Il a simplement répondu « Parfois, on a besoin qu'on nous montre où on a atterri, pour comprendre qu'on n'est plus en train de tomber. » J'ai souri. Ce fut l'un des plus beaux cadeaux de ma vie. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un nouvel appel de Marc. La voix hésitante, fatiguée. « Maman, j'aimerais te voir. Seule, juste pour te parler, sans Chloé, sans cris, sans excuses. J'aimerais juste comprendre ce que j'ai fait et ce que je peux faire maintenant. » Je l'ai écouté en silence. J'ai entendu dans sa voix l'adulte brisé qu'il était devenu et l'enfant perdu qu'il n'avait jamais cessé d'être. J'ai accepté de le rencontrer dans un café de la ville. Quand il est entré, j'ai vu immédiatement l'épuisement sur son visage. La honte aussi. Il s'est assis en face de moi avec une prudence infinie, comme si j'étais devenue fragile et puissante tout à la fois. « Je ne t'ai pas protégée, » dit-il simplement. Je ne l'ai pas contredit. La vérité n'a pas besoin d'être polie. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Sa voix se brisa. J'ai laissé Chloé décider. J'ai laissé faire. J'ai fermé les yeux. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Pendant un moment, je n'ai rien répondu. Je le regardais, cet homme qui était mon fils, mais que je découvrais enfin sous un jour vrai vulnérable, diminué, nu face à ses fautes. Le pardon, ai-je dit doucement, n'efface pas le passé. Il s'offre au présent, et seulement si celui qui le demande est prêt à changer. Il a hoché la tête, incapable de parler. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Je ne les ai pas essuyées.
Il devait apprendre à les porter. Nous avons parlé longtemps, pas du passé, il était trop lourd. Pas des reproches, ils avaient déjà été dits dans le silence que je lui avais imposé. Nous avons parlé de maintenant et de ce qu'il restait à sauver. Quand il se leva pour partir, il me demanda « Tu me laisses encore une petite place dans ta vie ?» J'ai posé ma main sur la table. Il a posé la sienne sur la mienne. « Oui », ai-je murmuré, « mais cette fois ce sera une place que tu respecteras. » Il a abaissé la tête, comme un enfant qui comprend enfin. Depuis ce jour, Marc m'appelle une fois par semaine, juste pour me dire bonjour, pour me parler de son travail, des enfants, de la vie qui continue. Il ne me demande pas de revenir. Il n'essaie pas de tout effacer. Il écoute, il apprend, et parfois, c'est déjà une réparation. Chloé n'a jamais repris contact. Cela ne me manque pas. Ma vie, désormais, est simple. Je me lève avec la mer. Je marche sur le sable humide. J'écris dans mon carnet bleu. J'écoute le vent. Je regarde les bateaux. Parfois, je partage un café avec André. Parfois, je reste seule, toujours en paix. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, j'ai ouvert mon carnet. J'ai relu tout ce que j'y avais écrit. Les humiliations, la cave, la chemise rouge, l'expulsion, la fuite, la renaissance. Et j'ai compris une chose essentielle. Je n'avais pas gagné contre eux. J'avais gagné contre le silence que j'avais laissé m'étouffer pendant trop longtemps. Je me suis levée, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai laissé entrer l'air marin. Il sentait la liberté, la vraie, celle qu'on ne nous donne pas, celle qu'on reprend. Puis j'ai murmuré, pour moi, pour toutes les femmes qui n'osent pas encore parler, pour celles qui tremblent dans une cave, pour celles qui attendent qu'un miracle les sauve, pour celles qui se croient finies. Le silence peut aussi être une forme de justice. Et cette fois, ce n'était plus une conclusion, c'était une naissance.